160 millions d'années. C'est le temps qu'ont régné les dinosaures sur cette planète. Pas des années, pas des siècles, 160 millions d'années. Pour saisir l'ampleur de ce chiffre, il suffit de savoir que toute l'existence de l'humanité, comparée à la leur, ne représente même pas une seconde, à peine un instant. Les dinosaures ont dominé le monde si longtemps qu'il semblait qu'aucune force au monde ne pourrait jamais les arrêter. Et selon toutes les lois de la nature, c'est exactement ce qui aurait dû se passer. Entre eux régnait une course évolutive impitoyable. Personne ne voulait finir dans l'assiette d'un autre, alors chaque espèce devenait plus forte, plus rapide, plus dangereuse. Millions d'années après millions d'années, la nature perfectionnait ses créatures jusqu'à l'absolue maîtrise. Les dinosaures étaient devenus de véritables machines à survivre, immenses, blindées, féroces. Les détruire semblait tout simplement impossible. Aucun être vivant n'en était capable. Mais quelque chose, lui, en était capable. La menace ne venait pas de la Terre, elle venait du cosmos. Un astéroïde gigantesque, d'environ 10 km de diamètre, s'est écrasé sur la planète avec une violence telle qu'il a littéralement tout changé. L'explosion, la poussière, les ténèbres, le froid. Le soleil a disparu derrière un voile de débris pendant des mois. Les plantes sont mortes, puis les herbivores, puis les prédateurs. Tout ce qui pesait plus de 10 kg était pratiquement condamné. En quelques millénaires à peine, les grandes reptiles ont disparu de la surface de la Terre pour toujours. Mais la planète n'est pas morte. La vie n'a pas été totalement anéantie. Dans les fissures, les terriers et sous les racines des arbres se cachaient de petites créatures discrètes, celles que les dinosaures n'avaient jamais vraiment prises au sérieux, les mammifères. Ce sont eux qui ont survécu à la catastrophe. C'est à eux qu'est revenu ce monde vide et silencieux. Et c'est entre eux qu'a commencé une nouvelle course à la survie. Une seule question se posait désormais. Qui allait s'emparer du trône? Environ 30 millions d'années s'étaient écoulées depuis la disparition des dinosaures. En ce laps de temps, les mammifères avaient réussi à coloniser toute la planète, à grandir en taille et à occuper les niches les plus variées dans la nature. La course évolutive battait son plein. Et de cette course est sorti un vainqueur. Une créature qui ne ressemblait à rien de ce qui avait vécu avant elle. Son nom scientifique était l'antélodonte. Mais dans le langage populaire, on lui avait donné un autre nom, le cochon de l'enfer. Imaginez un sanglier de la taille d'un hippopotame. Ajoutez-lui des mâchoires capables de broyer un os en deux. Retirez-lui toute notion de peur et poussez son agressivité à son maximum. Voilà à peu près ce qu'était l'antélodonte. C'était l'un des prédateurs les plus féroces de toute l'histoire des mammifères. Il trônait au sommet de la chaîne alimentaire et il le savait parfaitement. Le cochon de l'enfer chassait avec ruse. Il ne poursuivait pas sa proie pendant des heures. Il attendait. Il se cachait, calculait la distance et au bon moment se jetait en avant, renversant sa victime d'un seul coup de son corps massif. Ensuite venaient les dents. D'énormes et terrifiantes dents, conçues littéralement pour arracher de grands morceaux de chair. La proie n'avait pas le temps de comprendre ce qui s'était passé. Mais l'antélodonte ne se donnait pas toujours la peine de chasser. Pourquoi dépenser de l'énergie quand on peut simplement voler celle des autres? L'hyénodon, prédateur prospère de cette époque, était souvent victime de ce genre de brigandage. Face au cochon de l'enfer, il était impuissant. L'antélodonte arrivait, grognait, et la nourriture changeait de propriétaire, simple et efficace. Pour autant, le cochon de l'enfer n'était pas un prédateur pur. Il mangeait de tout, viande, charogne, plantes, racines. C'est précisément cette omnivorie qui avait fait son succès. Le monde changeait constamment autour de lui, et l'antélodonte s'adaptait à n'importe quelle condition. Pendant des millions d'années, il a erré dans les étendues sauvages de l'Amérique du Nord, sans connaître ni la peur, ni la concurrence. Mais il y a 25 millions d'années, l'ère du Miocène a commencé. Le climat a brusquement changé. Il faisait plus froid, plus sec. Les forêts commençaient à disparaître, cédant la place à d'immenses plaines. La nourriture se faisait rare. De nombreuses espèces commençaient à s'éteindre les unes après les autres. Les hyénodons, dont le cochon de l'enfer aimait tant voler les proies, disparaissaient eux aussi. La situation devenait critique. Mais l'évolution n'a pas capitulé. Elle a misé sur la taille. La nouvelle version du cochon de l'enfer atteignait 2 mètres au garrot, immense, encore plus puissante, avec des mâchoires encore plus redoutables. Les scientifiques lui ont donné le nom de Daéodon, ce qui signifie littéralement « porc terrible », un cochon terminator, un cerveau primitif, des instincts purs et un corps conçu pour une seule chose, tuer et survivre.
Il semblait que ce monstre n'avait aucun égal. Le Daéodon régnait en maître sur les vastes étendues de l'Amérique du Nord et se sentait pleinement chez lui sur ces terres. Rien ne lui lançait de défi, rien ne l'inquiétait, jusqu'au jour où, depuis l'autre bout du monde, de nouveaux acteurs firent leur apparition, les Amphicyonidés. Dans le langage populaire, on les appelait d'un nom plus simple et bien plus effrayant, les chiens-ours. Ils venaient de Chine et de Mongolie. Ils avaient traversé le détroit de Bering pour entrer en Amérique du Nord et commençaient à s'emparer méthodiquement du territoire, littéralement en se frayant un chemin à coups de dents. Si l'on devait décrire le chien-ours en une seule phrase, ce serait celle-ci. Prenez un lion, un loup et un ours, extrayez de chacun ce qu'il a de plus mortel et assemblez le tout dans un seul corps. Voilà ce qu'était un Amphicyonidé. Ce n'était pas simplement un prédateur, c'était un super prédateur, rapide comme un loup, endurant comme un ours, et par-dessus tout, d'une intelligence remarquable. Le cerveau du chien-ours possédait un cortex bien développé, richement plissé. Cela signifiait une seule chose, cet animal savait réfléchir, planifier, s'adapter. Face à l'intelligence primitive du Daéodon, c'était un avantage colossal. En premier lieu, les chiens-ours réglèrent leur compte aux Hyénodons. Ces derniers étaient déjà affaiblis par les changements climatiques et la concurrence. Les Amphicyonidés les chassèrent définitivement du territoire nord-américain, et les Hyénodons disparurent à jamais. Privé de ses proies favorites, si faciles à voler, le Daéodon se retrouvait dans une position de plus en plus difficile. Puis les deux monstres se retrouvèrent face à face, le terrible cochon contre le chien-ours. On aurait pu croire que le Daéodon allait l'emporter, immense, puissant, avec des mâchoires monstrueuses. Mais la taille ne fait pas tout. Le chien-ours évitait la confrontation directe. Il utilisait la ruse, la maniabilité. Il trouvait le bon moment, distrayait son adversaire, s'approchait par un angle inattendu et s'emparait de la proie avant même que le Daéodon n'ait eu le temps de réagir. Peu à peu, le terrible cochon commença à perdre du terrain. Les chiens-ours le pressaient de toutes parts. Le climat continuait de s'assécher, la nourriture se faisait de plus en plus rare, et nourrir un corps aussi gigantesque dans un contexte de concurrence permanente devenait une tâche insurmontable. Le Daéodon perdait sur deux fronts à la fois, face à la nature et face à ce nouveau prédateur. Finalement, le terrible cochon disparut de la surface de la terre pour toujours. Le trône était vacant. Et les chiens-ours s'en emparèrent sans la moindre cérémonie. Tandis que la guerre entre les cochons et les chiens-ours faisait rage au nord, à l'autre bout du monde régnait un maître d'un tout autre genre. L'Amérique du Sud était entièrement isolée par l'océan. Aucun des prédateurs du Nord ne pouvait y accéder. Et c'est précisément dans cet isolement que la nature, au fil de millions d'années d'évolution, avait créé quelque chose d'absolument extraordinaire. Une créature qui allait prouver au monde entier qu'un oiseau pouvait lui aussi être le prédateur le plus redoutable d'un continent. Son nom était le Phorus racidé, ou plus simplement, l'oiseau de la terreur. Le Phorus racidé était le descendant de ces mêmes dinosaures qui avaient survécu à l'impact de l'astéroïde. Pendant des millions d'années, l'évolution avait affiné cette créature, et le résultat était saisissant. Environ 2 mètres de hauteur, de puissantes longues pattes conçues pour la vitesse, et son arme principale, un énorme bec crochu, dur comme le fer et tranchant comme une hache. Volé, le Phorus racidé n'en était pas capable, il n'en avait tout simplement pas besoin. Il chassait avec une brutalité et une efficacité redoutables. Il rattrapait sa proie à la course, la plaquait au sol de ses puissantes serres et commençait à porter des coups verticaux avec son bec. Encore et encore, comme avec une hache. La proie n'avait aucune chance. Les os craquaient, la résistance cessait rapidement. Le Phorus racidé était intelligent, agile et incroyablement rapide pour sa taille. Sur le territoire de l'Amérique du Sud, il n'avait tout simplement pas d'égal. Pendant des dizaines de millions d'années, l'oiseau de la terreur régna en maître absolu sur son continent. Les mammifères locaux vivaient dans une peur permanente. Certains scientifiques estiment que les Phorus racidés ont entièrement exterminé plusieurs espèces d'ongulés sur ce continent. Ils les ont tout simplement mangés jusqu'au dernier, et personne ne pouvait les en empêcher. Mais il y a 5 millions d'années, tout a changé. À la suite d'une activité volcanique intense, l'isthme de Panama s'est formé. Les deux continents se sont retrouvés reliés par une mince bande de terre, et les Phorus racidés, flairant de nouveaux territoires et de nouvelles proies, se sont mis en marche vers le nord. Au début, il semblait que la conquête allait se poursuivre. Les proies abondaient effectivement au nord.
Mais avec elles se trouvaient aussi des prédateurs que l'oiseau de la terreur n'avait jamais rencontrés auparavant, des prédateurs prêts à la compétition. Et pour la première fois de son existence, l'oiseau de la terreur se retrouvait face à ce qu'on appelle un adversaire à sa mesure. Le monde au-delà de l'Amérique du Sud était bien différent de ce qu'il connaissait, et ici, les règles lui étaient étrangères. L'Amérique du Nord accueillit le Phorus racide sans ménagement. Ici, la partie se jouait depuis longtemps déjà, et personne n'attendait de nouveaux joueurs. Parmi les nombreux prédateurs qui se partageaient ces terres, l'un d'eux se dressait au-dessus de tous les autres, le smilodon, le tigre à dents de sabre, l'un des prédateurs les plus accomplis de toute l'histoire des mammifères. Le smilodon était colossal. Certains individus pouvaient atteindre 300 kg. Ce n'était pas simplement un grand félin, c'était une machine à tuer, façonnée par l'évolution pour accomplir une seule tâche, abattre de grandes proies rapidement et avec certitude. Son arme principale était ses canines, longues, courbées, mortelles. Aucun autre prédateur de l'histoire n'avait jamais arboré de telles défenses. Mais manier cette arme exigeait une précision absolue. Les canines du smilodon, malgré toute leur puissance, étaient relativement fragiles. Les briser dans un combat signifiait une mort certaine par famine. C'est pourquoi le tigre à dents de sabre ne les plantait jamais immédiatement dans sa proie. Il commençait par la renverser au sol et la maintenait sous son poids. Il attendait qu'elle cesse de se débattre. Et seulement alors, il portait son unique coup précis. Ses canines comprimaient simultanément la trachée et bloquaient la circulation sanguine. Une seule morsure. Tout était terminé. Le smilodon chassait comme un lion. Il tendait des embuscades, se faufilait en silence, choisissait son moment. Ses proies étaient les mastodontes, les jeunes mammouths, les bisons, les chevaux. Parfois, il s'attaquait à des animaux bien plus grands que lui, et il s'en sortait, parce que la force, le poids et la précision de ses canines faisaient toujours leur œuvre. Mais le smilodon vivait dans une concurrence permanente. Les convoitises ne manquaient pas autour de lui. Des meutes de loups terribles pouvaient encercler et chasser même un tigre à dents de sabre. Le lion américain, qui ne le cédait presque pas au smilodon en taille, revendiquait lui aussi les meilleurs morceaux. Quant à l'ours à face courte géant, le plus grand prédateur terrestre de cette époque, il pouvait disperser plusieurs tigres à dents de sabre d'un seul coup, rien que par sa présence. Il y avait aussi ceux que le smilodon préférait éviter à tout prix. Le mégatherium, le paresseux géant de 6 mètres de hauteur et plus lourd qu'un éléphant, était pratiquement invulnérable. Sous sa peau se trouvaient de petites plaques osseuses qui fonctionnaient comme une cotte de maille naturelle. Un seul coup de patte de cette créature pouvait tuer un tigre à dents de sabre sur le coup. Les prédateurs intelligents contournaient le mégatherium de loin. Le smilodon a prospéré pendant environ 2 millions d'années. Mais il y a environ 10 000 ans, le monde autour de lui a commencé à changer à une vitesse vertigineuse. Les forêts reculaient, cédant la place à de vastes prairies ouvertes. Les grands animaux dont il se nourrissait commençaient à disparaître les uns après les autres. Mammouths, mégatherium, bisons, tout cela s'en allait. Chasser dans des espaces ouverts était extrêmement difficile pour le tigre à dents de sabre. La discrétion, son atout majeur, ne fonctionnait plus dans les plaines à découvert. Et le grand prédateur commença à décliner, lentement, mais inexorablement. Tandis que toutes ces créatures se succédaient au sommet de la chaîne alimentaire, une nouvelle espèce apparaissait discrètement en marge de cette histoire. Insignifiante, physiquement faible selon les standards de l'époque. Sans griffes, sans crocs, sans armure. Lente comparée à la plupart des prédateurs. L'Homo sapiens. Et au début, personne ne le prenait au sérieux. Mais cette créature possédait quelque chose qu'aucun monstre avant elle n'avait jamais eu. L'intelligence. Une intelligence véritable, développée, capable non pas de simplement réagir au monde, mais d'anticiper, de planifier, d'inventer, de transmettre le savoir aux autres. Les humains ont appris à fabriquer des armes. Ils ont appris à chasser en groupe, en utilisant des tactiques qu'aucun animal ne pouvait prévoir. Ils rabattaient les proies, tendaient des pièges, utilisaient le feu. Les Néandertaliens, une autre espèce humaine, maîtrisaient déjà depuis longtemps la chasse aux mammouths. Ils poussaient ces immenses animaux vers des falaises à l'aide de torches et de l'obscurité. Une seule de ces chasses suffisait à nourrir une tribu pendant des semaines. Ce n'était pas de l'instinct, c'était de la stratégie. Et c'est précisément la stratégie, et non la taille ni les crocs, qui s'est révélée être l'arme la plus puissante de toute l'histoire du vivant sur Terre. Progressivement, les humains se sont répandus sur toute la planète. Là où de grands prédateurs régnaient autrefois sans partage, l'homme est arrivé.
Et les prédateurs ont commencé à reculer, non pas parce que les humains étaient physiquement plus forts, mais parce que face à un être organisé, pensant, armé, aucun instinct et aucune masse musculaire ne pouvaient rien. Les smilodons ont disparu, les loups terribles ont disparu, les ours géants ont disparu, les mammouths ont disparu. L'un après l'autre, les géants de ce monde s'effaçaient dans le passé. Et sur cette arène désormais vide, ne restait plus qu'une seule espèce, celle-là même qui, autrefois, se terrait dans des terriers et s'efforçait de ne se faire remarquer de personne. Pendant des millions d'années, l'évolution avait misé sur la force. Elle créait des créatures toujours plus grandes, toujours plus crochues, toujours mieux blindées. Et chaque fois, la nature ou le temps réduisait à néant tous ses avantages. Le climat changeait et le géant s'éteignait. La nourriture venait à manquer et le monstre disparaissait. Un nouveau prédateur arrivait et l'ancien roi cédait son trône. Mais l'intelligence, elle, était d'une autre nature. Elle ne perdait pas sa force quand le climat changeait. Elle ne devenait pas inutile quand les proies habituelles disparaissaient. Elle s'adaptait, trouvait une issue, inventait une nouvelle solution. L'homme ne s'ajustait pas au monde, il ajustait le monde à lui-même. Et cela a tout changé. Aujourd'hui, l'humanité est la seule espèce sur cette planète capable d'influencer consciemment le destin de toutes les autres créatures. Nous protégeons certaines espèces et en détruisons d'autres sans même le vouloir. Nous modifions le climat, les forêts, les océans. Nous bâtissons des villes là où, il y a 1 million d'années, erraient des tigres à dents de sabre. L'histoire de la vie sur Terre a cheminé pendant 4 milliards d'années vers ce moment. Et voilà le résultat. Une planète sur laquelle régnaient autrefois des monstres invincibles appartient désormais à une créature qui a vaincu non par la force, mais par l'intelligence.